Sixièmement, voyage à Taza. Il y a deux chemins principaux pour aller à Taza. L'un, plus court, mais que l'on ne prend jamais, remonte l'Oued Innaouln par les tribus des Hyaïna et des Riata. L'autre, généralement suivi, traverse les Hyaïna, les Tsoul, les Mknassa, évitant le plus longtemps possible le territoire des Riata et n'y entrant qu'à la porte de Taza. Les Hyaïna, les Tsoul, les Mknassa font partie du Bled al-Makhzen. Mais ils n'obéissent qu'à demi. Leur pays est peu sûr. Les caravanes y circulent sans escorte, mais les étrangers n'y voyagent guère isolés. Quant aux Riata, sur le territoire desquels est Taza, ils sont indépendants, et de plus célèbres par leur violence et leur brigandage. On ne saurait faire un pas sur leur terre sans l'Enaya d'un membre de la tribu. Encore faut-il choisir un homme puissant et sûr, ce qui, pour un étranger surtout, n'est pas facile. Pour moi, je vais partir dans les conditions les plus favorables. En ces lieux où le sultan n'a aucun pouvoir, elle est un homme tout-puissant. C'est le Muqaddam de la grande Zaouïa de Moulay Idriss de Fès, Sidi Rami. Note de l'auteur. Le chef de la Zaouïa de Sidi Idriss, qui porte le titre de Muqaddam de cette Zaouïa, n'est ni un descendant de Sidi Idriss, ni un shérif. C'est le chef d'une maison où la dignité de Muqaddam de la Zaouïa se perpétue de père en fils depuis un temps très reculé. Il y a deux principales Zaouïas de Sidi Idriss. L'une, Oujbel Zorhoun, où est enseveli Sidi Idriss le père, celui qui vint d'Orient s'établir au Maroc. L'autre, à Fès, où est enterré le fils du précédent Sidi Idriss, fondateur de Fès. Cette dernière est la plus importante de beaucoup. C'est là que réside le grand Muqaddam. Un de ses parents dirige la Zaouïa du Zorhoun. Le Muqaddam est, nous venons de le voir, plus puissant en bien des lieux que le sultan. C'est un homme de grand poids au Maroc. Sa famille est depuis longtemps plus vénérée que celle des descendants même de Moulay Idriss. Cependant, il donne à ces derniers une partie des offrandes qu'apportent les pèlerins à la Zaouïa. Les cadeaux en nature, grains, tissus, etc., ainsi que ce qu'on lui remet personnellement, demeurent sa propriété particulière. Mais outre ces dons, il existe deux troncs où les dévots glissent des offrandes. Le contenu de ces troncs est distribué intégralement par lui entre un certain nombre de familles descendants de Moulay Idriss. La postérité de ce dernier est fort nombreuse, mais ne sont admises à participer à ce revenu de la Zaouïa que deux classes. Premièrement, les familles résidant à Fès et à Meknès, au nombre d'une soixantaine. Deuxièmement, celles qui font partie de la descendance de Moulay Abdeslam ben Mchiche et qui demeurent soit dans les environs de Fès, soit dans le Rif, soit dans la région de Tétouan. C'est le Muqaddam qui remet à chaque maison la part à laquelle elle a droit. Le Muqaddam actuel est un homme d'âge moyen, il se nomme Sidi Rami. Mais dans le peuple, on ne l'appelle que Sidi Idriss. Depuis longtemps, on désigne de ce nom tous les Muqaddams successifs de la Zaouïa. Sur la Zaouïa de Moulay Idriss, voir Ali Baye, tome 1, chapitre 11. Fin de note. Son influence, Sidi Rami, immense sur les Hyaïna, sur les Riata, s'étend plus loin encore. Tout le Rif, d'Ermara au Bniznesen, toutes les tribus entre Fès, Taza et la Méditerranée obéissent à ses moindres volontés. Ont-elles des affaires à Fès? C'est lui qui s'en charge. Le sultan désire-t-il quelque chose de l'une d'elles? Il s'adresse à lui. C'est à l'abri de cette puissante protection que je vais partir. À la prière de M. Ben Semhoun, Sidi Rami me donne un de ses esclaves de confiance pour me conduire à Taza. Nous prendrons le chemin le plus court, ce chemin que jamais on n'ose prendre. Où ne passerait-on pas sous une pareille sauvegarde? Avec la même facilité, avec la même sécurité que je vais aller à Taza, on pourrait par Sidi Rami aller de Fès à Chaouen et à Tétouan, par le chemin que j'avais voulu prendre et qui, dans le sens inverse, était si difficile. Ce qu'on m'avait dit à Tétouan était donc exact.
29 juillet. À 8 heures du matin, je suis à la porte de Fès. Un superbe cavalier noir y attend. C'est mon guide. Nous partons. Après avoir, sur un pont de 8 arches, traversé l'Oued Sbou, nous nous mettons aussitôt à gravir le flanc droit de sa vallée, haute croupe, aux pentes assez raides, au sol jaune et nu. Point de végétation, si ce n'est ça et là de rares et maigres cultures. D'ailleurs, le terrain est doux, sans une pierre, le chemin bon et facile. Cette côte, Aqbat Jmel, la seule qu'il y ait entre Fès et Taza, est donc un faible obstacle. Nous la franchissons à quelque distance du sommet et nous descendons ensuite par son versant est. Elle est semblable à l'autre, mais en pente plus douce. À 100 pieds s'étend un plateau. Sol dur, terre semée de beaucoup de pierres, nue dans quelques parties, le plus souvent couverte de palmiers nains et de jujubiers sauvages. Une série de ravins parallèles, parfois assez profonds, le coupent. C'est là que nous cheminons jusqu'au moment où nous atteignons l'Oued Innaoun. Cette rivière a ici 25 mètres de large et 60 centimètres de profondeur moyenne. Ses eaux, vertes et limpides, coulent sur un fond de gravier au milieu d'un lit de 50 mètres dont elle n'occupe que la moitié. Le reste est couvert d'un fourré de lauriers roses et de tamaris. Des berges de terre de 2 à 3 mètres bordent ce lit. L'Oued Innaoun n'a pas un courant régulier, comme celui de l'Oued Sbou. Tantôt ses eaux sont assez profondes, alors il a peu de courant, tantôt elles le sont très peu, et son courant est rapide. Je ne crois pas que leur profondeur atteigne plus d'1 mètre dans les parties que je verrai. La rivière serpente beaucoup. Aussi, sans en quitter les bords, la traverserai-je un grand nombre de fois, d'ici à Taza. Nous nous engageons dans cette vallée et nous y marchons jusqu'au soir. Le fond de bonne terre, inculte d'abord, se remplit ensuite en partie de champs, de jardins et de bouquets d'arbres. Les flancs talus de terre brune au sud, blanche ou grise au nord, sont longtemps sans culture, tantôt nus, tantôt couverts de palmiers nains. Ce n'est que vers la fin de la journée que quelques plantations nous apparaissent sur leur pente. À 5 heures, nous faisons halte. Nous sommes sur la rive gauche de l'Oued Innaoun, dans un petit douar où nous passons la nuit. La rivière a ici 15 mètres de large et environ 50 centimètres de profondeur. Les champs qu'on voit dans la vallée produisent du blé, de l'orge, du maïs. Les jardins des melons, des pastèques, des courges, des oignons. Les arbres sont des oliviers et des figuiers. L'Oued Sbou, sous le pont où nous l'avons traversé, a 35 mètres de large et 80 centimètres de profondeur. Il coule au milieu d'un lit moitié vase, moitié gravier, d'une largeur de 60 à 80 mètres, courant extrêmement rapide, eau jaune, chargé de beaucoup de terre. Le pont est jeté au-dessus d'un gué. En amont et en aval, le fleuve se rétrécit et prend une profondeur plus grande. Le fond de la vallée est occupé partie par des cultures, partie par des roseaux. Du haut de Aqbat Jmel, on aperçoit le pays au nord de l'Oued Innaoun, jusqu'à une grande distance. C'est d'abord une large étendue de collines grises, très ravinées, puis, en arrière, dans le lointain, s'échelonne une série de chaînes de montagnes qui paraissent rocheuses. « 30 juillet. Départ à 5 heures du matin. Nous continuons à remonter l'Oued Innaoun. Le fond de la vallée reste ce qu'il était hier. Le flanc droit s'élève un peu, sans cesser d'être calcaire ou glaiseux. Le flanc gauche change au bout de peu de temps. Les cultures en disparaissent, le sol s'hérisse de pierres. Les pentes se raidissent, les crêtes s'élèvent et se couvrent d'arbres. Enfin, le flanc se confond avec une haute chaîne de montagnes, rocheuses et boisées. Au milieu d'elle se dresse la cime majestueuse du Jbel Rieta. Note de l'auteur. C'est ici que j'atteins pour la première fois le pied du massif de l'Atlas. Les chaînes que j'ai rencontrées jusqu'ici appartenaient toutes à un autre massif, qui en est entièrement distinct,
le massif rifin. On donne le nom général d'Atlas au long d'eau d'inégale hauteur qui, tantôt montagne, tantôt plateau, traverse tout le Maghreb de l'ouest-sud-ouest à l'est-nord-est, sortant de l'océan à Gadir Erir, plongeant dans la Méditerranée à Tunis. Et se divise naturellement en trois parties. Atlas marocain, Atlas algérien, Atlas tunisien. Aux deux dernières, on ne donne que l'appellation générale d'Atlas. Dans l'Atlas marocain, au contraire, on distingue le Grand Atlas, le Moyen Atlas et le Petit Atlas. Ce sont trois chaînes parallèles qui forment dans ce pays la partie essentielle du massif. Le Grand Atlas commence à l'océan, dans la tribu des Haha, et expire dans le Dahra. C'est de beaucoup la plus haute des trois chaînes. C'est aussi la plus longue et c'est l'arête centrale. Le Moyen Atlas est parallèle au Grand et situé au nord de celui-ci. Commençant non loin de Demnat, elle expire dans le Dahra, à l'est de Debdou. C'est la seconde chaîne en hauteur. Le Petit Atlas, parallèle aux deux premiers, mais moins haut qu'eux, est situé au sud du Grand Atlas. Il commence à l'océan entre les embouchures du Souss et du Dra et paraît expirer entre le Dra et le Ziz, dans les plateaux qui avoisinent ce dernier fleuve. Telles sont les trois chaînes fondamentales de l'Atlas marocain. Il y en a d'autres secondaires, toutes parallèles aux premières. Parmi elles, la plus importante est celle devant laquelle nous sommes. Commençant à l'ouest d'Oulmès, elle passe au sud de Sfro, un de ses points culminants au Jbel Riata, et se continue par les monts Bini, Bouzegou, Zakara, etc., jusqu'en Algérie où elle passe au sud de Tlemcen. Je franchirai cette dernière chaîne à Oulmès. Le Moyen Atlas entre Asbat Bni Mellal et Wawizirt, le Grand Atlas à Tizinglaoui et à Tizintelremt, le Petit Atlas un grand nombre de fois. Chaque fois que je dirai au nord de l'Atlas, au sud de l'Atlas, ce sera toujours de l'arête principale du massif que j'entendrai parler. Il faudra donc comprendre au nord, au sud du Grand Atlas. Le nom de Jbel Riata, qu'on vient de lire plusieurs fois, s'emploie également pour désigner l'ensemble de la région montagneuse occupée par les Riata et pour indiquer le pic remarquable qui en est le point dominant. Ce pic est célèbre à plus d'un titre. Très élevé, il se voit d'une grande distance. Ses flancs passent pour enfermer des minerais de plusieurs métaux. Enfin, son sommet est le lieu où se produit une particularité unique au Maroc. Chaque année, après la fonte des neiges, ses plus hautes pentes se couvrent d'une foule de chenilles à longs poils, et sont aussi froides que la glace. Et c'est, disent les indigènes, la neige qui les enfante. On les appelle des yach. Les chèvres mangent avidement ces chenilles, qui disparaissent bientôt. Il n'y a de yach au Maroc que sur le Jbel Riata. C'est à ces insectes qu'il est fait allusion dans ce dicton de Fès. جياني عجيبا برد مليخ شيخ صابا وصابي شيخ. Deux ridicules sont plus froids que le yach, le vieillard qui fait le jeune et le jeune homme qui fait le vieux. Fin de note. À 11h30, j'arrive à un accident de terrain des plus curieux. Devant moi, la vallée est barrée par une ligne de collines, trait d'union entre les hauteurs de la rive droite et les monts Rieta. Ces collines sont peu élevées. Un col est au milieu. La rivière, au lieu de s'ouvrir un passage au travers de ce faible obstacle, passe plus au sud, par une étroite et profonde coupure à haute muraille de roc, creusée à pic dans le flanc du Jbel Riata. Cette brèche, qui n'a au fond que la largeur du cours d'eau et dont les parois sont presque aussi rapprochées dans le haut que dans le bas, a ses bords supérieurs bien au-dessus du sommet de la chaîne qui barre la vallée.
Le chemin franchit cette chaîne en suivant une ligne elle-même remarquable. Sur l'un et l'autre versant, on marche dans le fond d'une petite ravine dont la ligne du Talweg marque la place exacte où se sont rejoints les deux massifs pour former la digue. À gauche de cette ligne, le terrain est entièrement calcaire. Ce ne sont que côtes blanches s'étendant à perte de vue. À droite, elle est tout roche. Ce ne sont qu'énormes blocs de grès allant se confondre avec ceux du Jbel Rieta. Je me retrouve dans la vallée de l'Oued Inawen au moment où celui-ci, sortant de sa coupure, réapparaît aussi. Telle était la vallée ce matin, telle elle se retrouve ici, et telle elle restera jusqu'au bout. Seulement, à partir de maintenant, on n'y verra plus ni arbres ni jardins. Par contre, les cultures la couvriront presque entièrement. Nous ne la quittons qu'à l'approche de Taza. Nous coupons alors au cours à travers les premières pentes des montagnes des Riata. Sols rocheux, sources nombreuses, bois d'oliviers et de figuiers, foule de jardins et de hameaux. À 3h30, nous atteignons un col. Taza apparaît. Une haute falaise de roches noires se détachant de la montagne et s'avançant dans la plaine comme un cap. Sur son sommet, la ville, dominée par un vieux minaret. À ses pieds, d'immenses jardins. Tel est l'aspect sous lequel se présente ce lieu. Bientôt nous entrons dans les jardins superbes qu'égalent à peine les plus beaux du Maroc. Ils couvrent le flanc gauche et le fond du ravin de l'Oued Teza, à l'ombre d'arbres séculaires auxquels se suspendent de longs rameaux de vigne. Nous franchissons ce torrent et nous gravissons au milieu des rochers le chemin raide et difficile qui conduit à la ville. À 3h30, j'atteins la porte de la première enceinte. J'ôte mes chaussures et j'entre. L'Oued Inaoun, au moment où je l'ai quitté à 1h30 de Taza, n'avait plus que 5 à 6 mètres de large et environ 30 centimètres de profondeur. En aval de la coupure qui traverse, au point où l'on sort, sa largeur était encore de 8 mètres. L'Oued Taza n'est qu'un torrent. Ses eaux, se précipitant par cascades sur un lit de roche, sont d'une limpidité extrême. Elle a 2 mètres de large. On le franchit sur un pont d'une arche en fort mauvais état. De Fès à Taza, nous avons rencontré très peu de monde sur la route. Point de caravane. Comme voyageurs, quelques cavaliers portant tous fusils et sabres. Personne dans les champs. À 4 ou 5 reprises, j'ai remarqué des vedettes en armes postées auprès du chemin. Elles étaient là pour veiller sur les moissons et à l'occasion pour détrousser les étrangers. Pas une personne le long de la route qui n'ait témoigné du plus profond respect pour mon guide. Tous le saluaient, lui adressaient la parole, la plupart lui baisaient la main. Le pays que nous avons traversé est peu habité et mal cultivé. Les tentes qu'on y rencontre sont assez belles, mais les villages ont un aspect misérable. Ils sont composés de huttes plutôt que de maisons. Dans les douars, un grand nombre de chevaux bien soignés, signe d'une population belliqueuse. Ville de Taza. Elle est située sur un rocher à 83 mètres au-dessus du lit de l'Oued Taza, à 130 mètres au-dessus de celui de l'Oued Inawen. Adossée au sud à une haute chaîne de montagnes, bordée de précipices au nord et à l'ouest et d'un talus très raide au nord-est, elle n'est facilement accessible que d'un côté, le sud-est. Le plateau où se trouve la ville est en pente douce, vers l'est d'une part, vers l'ouest de l'autre. Taza est entourée de murs doubles en plusieurs endroits. Autrefois, ces fortifications étaient plus considérables encore, témoin les ruines éparses aux abords de la ville. Les murailles actuelles n'ont aucune valeur militaire. Elles sont en pisé, fort minces et très vieilles. Chose rare, elles sont basses. Toute la surface close par la partie sud de l'enceinte est occupée par des jardins. Au-delà vient un deuxième mur, puis commence la ville proprement dite.
Là même, tout n'est pas construction. Certaines parties du plateau, vers l'est et vers l'ouest, sont couvertes de cultures. Taza paraît avoir 3 à 4 000 habitants, dont 200 juifs, fort à l'étroit dans un très petit mleh. Il y a 4 mosquées, 2 grandes et 2 petites, 2 ou 3 fondours spacieuses et bien installées, mais vides et tombant en ruine. La ville est construite moitié en pierre, moitié en briques. Les maisons sont peintes de couleur brun-rouge, ce qui leur donne un aspect triste. Ils sont, comme dans toutes les villes que j'ai vues au Maroc, excepté Cheouen el-Ksar, couvertes en terrasse. La plupart des habitations possèdent des citernes dont l'eau est délicieuse et glacée. Mais c'est insuffisant aux besoins des habitants et surtout à ceux des bestiaux. On va puiser ce qui manque au torrent. Des jardins superbes entourent Taza de tous côtés. L'oued Taza d'une part, de l'autre, une foule de ruisseaux descendant de la montagne les arrose. C'est une épaisse forêt d'arbres fruitiers d'une élévation extraordinaire, sans exemple peut-être au Maroc. Couvrant la plaine tout autour de la ville, ils se pressent jusque sur le raid talus qui la borde à l'ouest et, atteignant là le pied de ses murailles, ils élèvent leurs hautes ramures au-dessus du faîte des maisons. Habitants. Taza est sous la domination nominale du sultan. Du fait, elle est au pouvoir de la puissante tribu des Riata, qui en font la ville la plus misérable de la terre. Le sultan y entretient un qaïd et une centaine de mkhazni. Note de l'auteur. Les mkhazni sont des miliciens irréguliers, plutôt gendarmes que soldats. Ils ne forment point de corps constitué. Les principaux qaïds, ceux des villes surtout, en ont un certain nombre auprès d'eux. Ils s'en servent pour faire la police et surtout pour pressurer le pays. Quand ils en ont 100, comme celui de Taza, c'est beaucoup. Il y a des mkhaznis à pied et à cheval. Ils se montent et s'arment à leurs frais et à leur fantaisie. Leur solde est fort et régulière. Suivant l'exemple de leur maître, ils vivent sur le peuple en l'extorquant de l'argent çà et là. Je pense qu'en estimant à 2000 le chiffre des mkhazni ainsi disséminés dans les provinces, on aura un chiffre au-dessus de la vérité. Il y en a un plus grand nombre auprès du sultan, ne quittant pas sa personne. Fin de note. Ils, le qaïd et le mkhazni, vivent enfermés dans le mchouar, d'où ils n'osent sortir par peur des riatas. L'autorité du qaïd est nulle, non seulement dehors, mais dans la ville même. Ses fonctions se bornent à rendre la justice aux citadins et aux juifs dans les différends qu'ils ont entre eux. Quant aux riatas, sur le territoire desquels se trouve Taza, ils traitent cette cité en pays conquis, y prenant de force ce qui leur plaît, tuant sur l'heure qui ne le leur cède pas de bonne grâce. Au dehors, ils tiennent la ville dans un blocus continuel. Nul n'ose sortir des murs sans être accompagné d'un rieti. Quiconque s'aventurerait sans tate, ne fût-ce qu'à 100 mètres, serait dévalisé, maltraité, peut-être tué. C'est au point que les habitants ne peuvent pas aller seuls remplir leurs cruches à l'oued Taza. Les riatas ont ainsi le monopole de l'eau, qu'ils apportent chaque jour moyennant salaire. Au-dedans, la ville est encombrée de riatas. On en voit sans cesse un grand nombre flânant dans les rues, un grand nombre assis soit devant les portes, soit à l'intérieur des maisons, soit sur les terrasses. On les reconnaît à leurs sabres et à leurs fusils, qui ne les quittent pas. Ils s'installent où bon leur semble, se font donner à manger, s'ils aperçoivent une chose qui leur plaît, ils la prennent et s'en vont. Le jour du marché, où ils sont plus nombreux encore que d'ordinaire, nul n'ose passer dans les rues avec une bête de somme, de peur de se la voir enlevée. En outre, de temps en temps, ils mettent la ville en pillage réglé. Aussi, dès qu'un habitant a quelque argent, il se hâte de l'envoyer en lieu sûr, soit à Fès, soit à Qasbat Mknessa.
C'est un spectacle étrange que celui de ces hommes se promenant en armes dans la ville, et y agissant toute l'année comme ils pourraient faire dans une ville ennemie, le jour de l'assaut. Il est difficile d'exprimer la terreur dans laquelle vit la population. Aussi ne rêve-t-elle qu'une chose, la venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s'écrier « Quand les Français entreront-ils? Quand nous débarrasseront-ils enfin des riatas? Quand vivrons-nous en paix comme les gens de Tlemcen ?» Et de faire des vœux pour que ce jour soit proche. L'arrivée n'en fait point de doute pour eux. Ils partagent à cet égard l'opinion commune à une grande partie de la population du Maroc oriental et à presque toute la haute classe de l'Empire. Savoir que, dans un avenir peu éloigné, le Maghreb al-Aqsa suivra le sort d'Alger et de Tunis et tombera entre les mains de la France. Le commerce de Taza est nul. Les denrées européennes sont à un prix double de celui de Fès, résultat naturel de la difficulté des communications. Hélas, ces beaux jardins eux-mêmes, où Ali Bey se plaisait à entendre recouler pigeons et tourterelles, ne sont plus aujourd'hui aux habitants qu'une source d'amers regrets. On les voit toujours aussi verts qu'au temps de Badia. Les mêmes ruisseaux y murmurent, les rossignols y chantent encore dans les arbres, mais les riatas les ont tous pris. Riata. Les Riatas sont une grande tribu tamazirte indépendante, occupant le revers nord du haut massif montagneux dont l'un des points culminants porte son nom et s'étendant jusqu'à la vallée de l'Oued Innaoun. Elle est bornée à l'est par les Hawara, au nord par les Meknassa et les Tsoul, à l'ouest par les Hyaïna, au sud par les Beni Waraïn. Elle se subdivise en 6 fractions. Al-Doula, dans la montagne, du côté de la Mlouia, Bni Bouyahmed, dans la montagne, à l'ouest d'Al-Doula, Bni Bourqitoun, dans la montagne, à l'ouest des Bni Bouyahmed et à l'est de Taza, Bni Oujjen, dans la montagne, à l'ouest de Taza et des Bni Bourqitoun, Ahl el-Ouad, dans la montagne, sur les bords de l'Oued el-Khel. Note de l'auteur. L'Oued el-Khel se jette sur la rive gauche de l'Oued Innaoun. Son cours, m'a-t-on assuré, est souterrain sur une certaine longueur. Sa vallée est très profonde, très étroite, d'abord très difficile, et d'une richesse extrême. Ce n'est qu'un long jardin où s'échelonnent des villages nombreux. Fin de note. Ahl el-Ouad, dans la montagne et sur les bords de l'Oued el-Khel, à l'ouest des Bni Oujjen et au sud-est de la Zaouia de Sidi Abdrahman. Ahl el-Tahr, dans la montagne à l'ouest des Ahl el-Ouad et au sud-ouest de la Zaouia de Sidi Abdrahman. Ainsi qu'on le voit, les Riatas sont essentiellement montagnards. La partie de leur territoire située en plaine est peu habitée, peu cultivée même, quoique fertile. Elle a d'ailleurs peu d'étendue, comparée à l'épais massif montagneux qui forme leur quartier principal. Là sont leurs villages et leur culture sur de hauts plateaux, dont de profondes vallées presque inaccessibles. Ces vallées sont, dit-on, d'une fécondité extrême, ombragées d'oliviers et produisant de l'orge en abondance. Les flancs de la montagne contiennent, paraît-il, divers minerais d'argent, de fer, d'antimoine et de plomb. Ce dernier métal est le seul qu'on sache extraire et travailler. La fabrication des balles et celle de la poudre sont la principale industrie de la tribu. Il y a 80 maisons où l'on s'y livre. Les Riatas peuvent, je crois, mettre en ligne environ 3000 fantassins et 200 chevaux. C'est une tribu belliqueuse et jalouse de son indépendance. Ces 6 fractions sont journellement en guerre entre elles, mais elles s'unissent toujours contre les ennemis communs. Il y a environ 7 ans, Moulay el-Hassan voulut la soumettre. Il marcha contre elle à la tête d'une armée, ses troupes furent mises en déroute. Lui-même eut son cheval tué dans la mêlée. Il s'enfuit à pied et non sans peine du champ de bataille. Note de l'auteur. Le combat eut lieu dans la montagne sur les bords de l'Oued Bouguerba.
Les riatas avaient, dit-on, construit des barrages qu'ils remplirent tout à coup. Les eaux du torrent se précipitèrent avec fureur et emportèrent une partie de l'armée du sultan. Fin de note. Depuis, il n'essaya pas de venger cet échec. Les riatas sont fort peu dévots. Et ils n'ont ni Dieu ni sultan, ils ne connaissent que la poudre. Le fait est devenu proverbial. Cependant, nous avons vu quelle immense influence possède sur eux Sidi Idriss. Ils ont encore, mais à un degré moindre, du respect pour 3 ou 4 autres shrifs tels que Moulay Abdelrahman et Moulay Abdeslam, dont nous verrons au retour les Zaouïas. Ils n'élisent parmi eux ni shir, ni chef d'aucune sorte. C'est l'État démocratique dans toute sa force. Chacun pour soi avec son fusil. Cependant, là comme partout, quelques hommes possèdent, par leur fortune, par leur courage, une influence particulière. De nos jours, l'homme le plus considérable des riatas est un personnage du nom de Khadr, habitant le village de Ngert. Les riatas sont imaziren, shleh, d'Horace, et le tamazirt est leur langue habituelle. Mais par suite de leur voisinage avec plusieurs tribus arabes, telles que les Hyaïna, les Ouled el-Hajj, etc., un grand nombre d'entre eux parlent l'arabe. Ils sont de très haute taille. Leur costume ne diffère pas de celui que nous avons vu de Tétouan à Fès, si ce n'est par la coiffure. Tous ont la tête nue avec un mince cordon de poils de chameau ou de coton blanc lié autour. Ils ne marchent jamais qu'armés et ont sabre et fusil. Ce dernier est de forme analogue à ceux qu'on a décrits plus haut, mais plus grossiers. Quelques-uns ont des fusils européens à capsule. Les femmes ne se voilent point. On en voit un grand nombre en ville le jour du marché. De taille élevée, portant leurs jupes retroussées au-dessus du genou, ils ont l'air si martial que, ne fût l'absence d'armes et de barbe, on pourrait les prendre pour des hommes. Les riatas sont grands fumeurs de kif. De plus, il existe chez eux une coutume que j'ai rarement vue ailleurs. Tous, hommes et femmes, prisent. Si l'usage de fumer le kif, note de l'auteur. On appelle ainsi le chanvre indien, connu ailleurs sous le nom de hashish. On ne le désigne au Maroc que sous celui de kif. Il s'en fait en ce pays une grande consommation. Dans les villes, l'usage en est extrêmement répandu. La plus grande partie des classes moyennes et pauvres, les petits marchands, tout ce qui est brazni, soldats, la plupart des esclaves, l'y fument. Le tabac est moins à la mode. Son sertan, c'est presque toujours mélangé au kif. Les juifs seuls ont l'habitude de la cigarette. La consommation du kif et du tabac est assez importante pour que le sultan se soit réservé le monopole de leur introduction dans les villes, monopole qu'il afferme soit à des compagnies, soit à des particuliers. À Fès, c'est une société de 20 Israélites qui le possède en ce moment. Sofro et Taza dépendent de cette même société. La plus grande partie du kif et du tabac qui pénètre dans ces villes vient du Rif. Plusieurs tribus y vivent presque exclusivement du revenu de cette culture. Parmi elles, on cite les Ktama, petites tribus voisines des Bnizroual. Ces produits sont les plus renommés du nord du Maroc. La difficulté de se procurer du kif dans les campagnes fait que l'usage de le fumer y est bien moins répandu que dans les villes. Le prix en étant plus élevé, il y devient un luxe. Au lieu d'être, comme dans les cités, la consolation de la classe pauvre, il y devient la distraction des riches, et surtout des shrifs et des marabouts. Ces derniers sont à peu près les seuls qui l'y fument. On peut presque partout les reconnaître au double usage du kif et de l'eau de vie, le mahya, qui forment un de leurs caractères distinctifs. Quant au tabac, une fois sorti des villes, je le verrai disparaître complètement jusqu'au Sahara. Mais là, je trouverai vers Tissint, Tata, Akka, une vaste région où tout le monde le fume du matin au soir. Les tabacs à la mode, ils sont ceux du Touat, du Dra et surtout de l'Ouadnoun. Fin de note. Si l'usage de fumer le kif est, à des degrés divers, répandu dans tout le Maroc, celui de fumer le tabac l'est très peu et ne se trouve que dans quelques tribus du Sahara. Quant à celui de priser, il est encore plus rare. Assez commun dans les villes, je l'ai vu aux gens de la campagne que chez les riatas.
chez les Oulad el-Hajj et à Missour. 6 août. C'est aujourd'hui que je quitte Taza, cette ville si florissante et si heureuse il y a 80 ans, qu'Ali Bey a trouvée alors la plus agréable du Maroc et que l'anarchie a réduite maintenant à en être de beaucoup la plus misérable. Je n'ai plus pour m'en retourner ma puissante protection de l'allée. Aussi prendrai-je un autre chemin. Voici la combinaison qui est adoptée. 2 cavaliers riata me servant de stat, me conduiront à la Zaouia de Moulay Abdelrahman. Là, je demanderai au chlif de me faire mener au Tlatat Hyaïna. C'est demain mardi. Je trouverai au marché maintes caravanes allant à Fès. Il n'y aura qu'à se joindre à l'une d'elles. Départ à 7 heures du matin. Outre mes 2 stats, un juif de Taza m'accompagne, précaution indispensable pour assurer la fidélité de l'escorte. À 11h30, nous parvenons à la Zaouia. Ici, comme dans la plus grande partie du Maroc, on étend ce nom à toute la demeure de chlif ou de marabout, un peu marquant. Telle est la Zaouia où nous venons d'arriver. Point d'enseignement, point de Juan, ni de corps de Taleb, mais une famille de chlifs, vénérée par les tribus environnantes et vivant des dons à peu près réguliers qu'elle lui apporte et que besoin elle va chercher. C'est ici que je passerai la nuit. Demain matin, un neveu de Moulay Abdelrahman me conduira au Tlata. Le hameau où je suis a, malgré son titre pompeux, un aspect des plus misérables. Maisons très basses, murs de pisé ou de pierres sèches, terrasses grossières chargées de terre. Dans les villages des Rieta, les habitations sont couvertes en terrasses. Au contraire, chez les Hyaïna, ainsi qu'entre Fès et Tanger, on voit partout des toits de chaume. 7 août. Départ à 4 heures du matin, escorté par le jeune chlif Monztat et 2 de ses domestiques. Le chemin traverse une région accidentée, mais sans relief important. Collines calcaires, peu de pierres, les vallées et les pentes douces cultivées, le reste couvert de chardons. À 5 heures, nous arrivons à la limite des Rieta. Ici, notre chlif déclare à Mardoquet qu'il n'ira pas plus loin avant d'être payé. Le prix convenu d'avance était de 2 liels. Mardoquet les lui remet. « Donne-moi encore 2 autres. Mais tais-toi et donne. » Voilà. Maintenant, donne un demi-liel à chacun de mes domestiques. Mais tais-toi et donne. À présent, un de mes hommes va te mener jusqu'au marché. Comment, après tout ce qu'on t'a donné, tu ne nous conduis pas à toi-même? Accompagné de vilains juifs comme vous, à ta mère. À ces mots, il fait demi-tour, et nous nous estimions heureux qu'en nous abandonnant, il nous ait laissé un de ses serviteurs. Celui-ci, du moins, est fidèle et nous amène au Tlata. Pour y parvenir, on franchit un massif assez haut, le Jbel Ouled Bouziane. Au pied de son versant ouest, sur un plateau, se trouve le marché. Nous y arrivons à 9 heures du matin. Le terrain jusque-là était calcaire, les cultures consistaient en blé, orge et maïs, les portions incultes étaient parfois nues, parfois couvertes de palmiers nains, le plus souvent de chardons. Pendant une partie du chemin, j'aperçois dans le lointain, à ma droite, le Jbel Bni Warain. Elle est encore telle que je le vis du Gubgub. Les mêmes sillons de neige brillent sur ses flancs. Le marché est animé au moment où nous arrivons, et s'y trouvent 500 ou 600 personnes. Tout le monde est armé, sabre au côté et fusil sur l'épaule. On vend des grains, des bêtes de somme, du bétail, des cotonnades, des blras, de l'huile, du sucre, du thé. De plus, on abat sur place des bœufs, des moutons et des chèvres, qu'en d'épaisse et des bites, à mesure au détail. Vers 12h30, la dispersion commence. Chacun reprend le chemin de son douar ou de son village. J'ai trouvé une petite caravane allant à Fès. À 1h, je pars avec elle. Nous marchons toute l'après-midi en terrain accidenté, succession de collines calcaires, de vallons, de ravines, de même que ce matin, il y a de longues côtes. Mais il est rare qu'elles soient très raides, et ils ne sont jamais difficiles.
Pendant une grande partie de la route, on distingue le cours de l'Oued Innaoun et le Jbel Rieta. Le Jbel Bni Waraïn se voit au commencement. Vers le soir, le Zalar et le Tref apparaissent. Peu de champs, nous cheminons au milieu d'étendues incultes couvertes de palmiers nains, de jujubiers sauvages et de chardons. Ces plantes, si vivantes d'habitude, sont ici flétries et jaunies par le soleil. C'est la première fois que je les vois en cet état, et ce sera la dernière. À 6h30, nous faisons halte dans un petit village où nous passerons la nuit. Pendant la matinée, ainsi que le soir, jusqu'à 2h30, il y avait une foule de monde sur le chemin, gens allant au marché ou en venant. À partir de 2h30, nous n'avons rencontré presque personne. Nous n'avons traversé aujourd'hui aucun cours d'eau de quelque importance. L'Oued Amelloul n'est qu'un gros ruisseau dont les eaux avaient à peine, au point où nous l'avons passé, 3 mètres de large et 20 à 30 cm de profondeur. Witou. Départ à 4h du matin. Nous descendons vers l'Oued Innaoun. Après en avoir traversé la vallée, nous nous engageons sur le plateau qui forme le flanc gauche. Là, nous retrouvons le chemin que nous avons pris en venant. Nous le suivons jusqu'à Fès, où nous arrivons à midi. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Dans le prochain épisode, l'auteur nous fera visiter Sfrou avant de regagner Fès, d'où il partira pour Meknès. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qui est Reconnaissance au Maroc. ما الحراس دامي ما يتيق بيا هيهات غير حاضي لقات في تيابو مسلم فايل روميا